si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur votre podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous connecter à l'essentiel et bien entendu à nous découvrir. Voilà déjà la moitié de la 3e saison, on arrive avec notre 6e invité. Nous avons récemment dépassé la barre des 250 000 écoutes, c'est assez dingue. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si maman m'avait dit. Vous pouvez aussi retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Elles sont de plus en plus nombreuses, mais les principales sont Google Podcast, Spotify, Apple, Deezer aussi, ou encore la plateforme Encore. Vous êtes nombreux à nous avoir dit que vous n'arriviez plus à retrouver le podcast sur Spotify. En fait, ça dépend de la région où vous êtes dans le monde. Si vous êtes basé en Afrique, si vous êtes basé dans un pays européen, ça va vraiment dépendre de cela. Mais pas de panique, faites-nous juste un message et on vous enverra le bon lien. Et sinon, cet épisode est sponsorisé par l'agence de communication Omancard, qui est basée à Douala, Abidjan et Libreville. C'est une agence qui accompagne des entreprises et des marques fortes sur le continent africain dans des projets divers en mettant leur savoir-faire stratégique, créatif et opérationnel au service de leur performance. Alors, mon invité est une personne qui écoute déjà le podcast et ça fait quelques mois qu'elle pensait passer. Vous la connaissez certainement. C'est la très remarquable journaliste, présentatrice Florelle Manda qui anime une émission sur Canal+ qui s'appelle Avant-Première et j'espère que son passage dans ce podcast vous parlera autant qu'il me parlera. Bonjour Florelle. Bonjour Diane Audrey. Alors, traditionnelle question que je pose toujours à mes invités. La première, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Ah là là, j'aurais aimé que ma maman me dise beaucoup de choses, mais principalement aujourd'hui, j'aurais aimé que ma maman me dise qu'elle s'était battue pour moi et que c'était pas finalement ma faute. C'est très énigmatique ce que je dis là. Oui. Alors là, on a deux portes. Oui. Donc, à quel moment de ta vie tu as eu l'impression que ta maman ne s'est pas battue pour toi? Très jeune, très petite. En fait, moi, j'ai une histoire... mais je pense que peut-être beaucoup d'enfants ont connu. De mes 6 à 9, 10 ans, donc pendant 3-4 ans, j'ai vécu ni avec mon père, ni avec ma mère. En Afrique, au Congo-Brazzaville. Parce qu'en fait, mes parents s'étaient séparés. On était au Congo, mes parents s'étaient séparés. Moi, j'avais 6 ans, je crois. Et ma mère est rentrée en France. Ma mère qui est métisse, en fait, qui est franco-sénégalaise et qui est rentrée en France, chez elle. Et je devais rejoindre ma mère, rentrer avec... Et en fait, je ne suis pas rentrée. Je ne suis pas rentrée. Mon père m'a gardée avec lui. Je pense que c'était une façon... de se venger un peu, enfin voilà, ce truc de on garde un peu l'enfant qui est au milieu, on garde l'enfant. Et donc j'ai vécu comme ça jusqu'à mes 9-10 ans. Et quand t'es petite, tu sais pas trop ce qui se passe. Et je me disais, mais pourquoi je vois pas ma mère, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais censée rester avec mon père. Mais en fait, mon père, ils étaient jeunes, mes parents à cette époque-là, mon père, je pense qu'il était très bouleversé, il était très triste. Et donc, en fait, il faisait un peu sa vie et j'étais avec ma tante, en fait. Donc, je ne voyais ni mon père ni ma mère. Et j'ai ce souvenir de me dire, mais je vois pas mon papa, je vois pas ma mère. Et je pensais toujours que ma mère m'avait oubliée, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, j'aurais aimé savoir plus tôt, parce que je l'ai su finalement. Je suis issue d'une famille où on parle beaucoup, tu sais. Parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on ne se disait pas l'essentiel. Mais c'est marrant, mais c'est à la fois du côté de mon père, de la famille de mon père, et de ma maman aussi. On se raconte des choses, mais on ne raconte pas l'essentiel. Et cette histoire, en fait, qui est la mienne, qui est leur histoire, mais qui est la mienne, je l'ai su clairement. J'avais des petites bribes comme ça quand j'étais petite, parce qu'on ne disait pas vraiment les choses quand j'étais petite, pardon. Et je l'ai su finalement il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Ma mère m'a raconté il y a 2 ans, Donc c'est pour ça que j'ai ce truc-là en fait en moi. Elle m'a raconté ça il y a 2 ans, un été, après la Covid.
J'ai fait Donc, ouais, genre 30 ans après, quoi. Ouais. Donc, pendant plus de 30 ans, Oui. tu avais ça Ouais, au fond de toi. ouais. Et dans quel cadre elle t'a raconté? Je sais Tu lui as plus. posé une question? Je crois, ouais. En fait, je crois que c'est le fait que j'ai fait le confinement au Congo. Quelques mois avant toute la période Covid, ma tante est décédée, qui était la grande sœur de mon père, qui est comme ma deuxième maman aussi. C'est chez elle que tu vivais? Non, Petite. c'était chez elle et chez une autre sœur. En fait, chez une sœur, sa petite sœur, mais j'étais tout le temps chez cette tante-là. Parce que j'étais avec tous mes cousins, etc. Donc, elle a une place importante dans ma vie, en fait. Donc, peut-être c'est ça, le fait que j'ai fait le confinement au Congo. Quand je suis rentrée, en tout cas l'été, 2020, je sais pas, un jour ma mère est venue à la maison chez moi et puis on discutait et je sais plus comment je lui ai posé des questions parce que plusieurs fois il y a des moments dans ma vie comme ça où j'ai posé des questions sur la vie de ma mère avec mon père, sur sa vie à elle quand ils étaient au Congo, etc. Et ma mère est quelqu'un de très pudique en fait finalement. Elle m'a raconté par bribes et là elle m'a raconté plein de choses. Je me suis dit Ok, donc vous étiez ce couple-là de jeunes gens en fait qui se sont rencontrés très jeunes, qui se sont aimés fort. Mais tu sais, quand on grandit aussi, quand on s'aime fort, des fois, il y a des étincelles, ça va dans tous les sens, etc. Et on peut faire des choses que l'on regrette, etc. Et donc j'ai été cet enfant qui était entre deux personnes qu'on a ballotté comme ça, qui était un peu pris en otage. Et après, en grandissant, tu dis... C'est peut-être pour ça que mes relations sont comme ça. C'est peut-être pour ça que ce soit mes relations amicales et surtout évidemment mes relations amoureuses sont un peu comme ça. Donc ouais, c'était vraiment dans une conversation. Ma mère m'a raconté que oui, c'était pas facile quand moi j'étais au Congo. Elle se démenait pour que je rentre en France, mais c'était pas évident. Mon père ne voulait pas en fait. Alors, sans peut-être rentrer dans leur intimité, Oui. Comment tes parents se sont rencontrés, à quel moment tu arrives Ouais. Alors mes parents se sont rencontrés jeunes. Mes parents se sont rencontrés quand mon père était à l'université d'Aix-en-Provence. Mon père est congolais. Il est venu faire était congolais parce qu'il est décédé. Il est venu faire ses études en France, à Aix-en-Provence, ses études de droit. Et ma maman... qui n'a pas fait de grandes études, mais elle était la petite copine d'un des amis de mon père de l'université. Et elle habitait à Aix-en-Provence, parce que elle habitait à Aix-en-Provence, ma grand-mère y vit toujours d'ailleurs. Et en fin de compte, je crois que... Alors, l'histoire, c'est que un jour, ma mère vient voir son petit copain, qui était antillais, dans sa chambre étudiante. Soit il partageait la même chambre que mon père, ou soit c'était à côté, je sais plus trop. Et en fait, elle vient le voir, il n'est pas là, son petit copain. Je ne sais même plus comment il s'appelle aussi. Bref, il n'est pas là. Et donc c'est mon père qui lui dit « Ah, il n'est pas là, il est parti. » Ou je sais pas, il est parti en week-end, je sais, quelque chose comme ça. Et c'est là que ça commence en fait. J'ai dit « Hé maman !» Quand elle m'a toujours raconté ça, j'ai dit « Donc, toi, ton copain est parti, maintenant c'est papa qui arrive. » Et c'est lui qui dribble le gars. Et donc voilà. Et elle m'a toujours dit oui, mais il était très charmant, ton père, très intelligent. Il parlait bien, et ça on m'a toujours dit, il parlait bien de la répartie, il s'habillait bien. Je rappelle qu'il était congolais. Il s'habillait bien, etc. Et qu'il adorait d'ailleurs ramener des fringues, je crois, de Londres, ou des trucs comme ça, enfin bref. Et donc voilà, ils se sont rencontrés comme ça. Ma mère travaillait, faisait des petits boulots. Je crois qu'elle était jeune, elle avait 19 ans, un truc comme ça. Lui, il avait peut-être la vingtaine, 23, un truc comme ça. Donc, ils étaient très jeunes. Et ma mère faisait des petits boulots, genre dans les pressings et tout. Lui, il était étudiant. Il faisait quoi comme études, tu sais? Il faisait des études de droit, mon père. Et donc, elle vivait un peu chez sa maman, chez ma grand-mère, et puis un petit peu dans la chambre étudiante et tout. Et puis, ils se sont mis en couple. Et moi, je suis née quelques années plus tard, quand ma mère avait 24 ans. Et après, mon père finit ses études et il rentre au Congo travailler. Et il embarque ma mère et puis moi. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. Mais toi, tu étais née en France? Je suis née en France, je suis née à Aix-en-Provence. D'accord. Je suis née à Aix-en-Provence, D'accord. ce lieu de rencontre. D'accord. Ouais. Et ensuite, il rentre. Et ensuite, il rentre. Il y a un petit passage où on a vécu à Nice, où il y avait déjà des petits remous dans la vie comme je pense dans la vie d'un jeune couple.
Et voilà. Et on rentre au Congo. Et je sais que ça n'a pas été facile au Congo. Qu'est-ce qui n'a pas été facile? Je pense que c'est... finalement, c'était un couple mixte. Même si ma mère est métissée, même si ma mère a vécu quelques années au Sénégal, elle a été élevée par sa maman qui est franco-allemande, donc une éducation assez occidentale. Donc d'arriver au Congo, avec tout ce que ça comporte, un pays que tu connais pas, des mœurs que tu connais pas. Voilà, je pense que c'est pas évident en fait de s'acclimater à tout ça. Et puis tu viens, tu travailles pas vraiment, tu débarques. Ouais, et puis mon père était quelqu'un qui aimait faire la fête, sortir. Donc je pense que c'est tout ça qui n'a pas été très très simple. À quel moment ta mère décide de partir? Elle t'a dit pourquoi? Alors ma mère, elle m'a pas dit pourquoi, mais elle décide de partir quand j'ai 6 ans. Je pense qu'elle part parce que ça va plus avec mon papa, tout simplement. Ils sont plus sur la même longueur d'onde. Et moi, j'ai le souvenir qu'on me dit qu'elle part parce qu'elle doit se faire opérer de la poitrine. Genre, elle avait peut-être des trucs, je sais pas, bref. Mais un truc pas de maladie très grave, hein, tu vois. Et il m'avait dit oui, que je devais la rejoindre, j'allais la rejoindre, un truc comme ça. Et rejoint, t'imagines, j'avais 6 ans, ouais, je crois que j'avais 10 ans après, un truc comme ça. Donc ouais, je pars comme ça et je revois très bien dans ma petite tête le moment où je lui dis au revoir et tout, et je la revois plus pendant des années. C'était comme si en fait elle m'avait abandonnée, quoi, tu vois. Donc entre tes 6 ans et tes 10 ans, tu grandis en te disant que ta mère t'a abandonnée. Ouais. Qu'est-ce que ta famille au Congo te dit? Elle soutient ce discours ou elle te dit rien? Non, on m'en parle pas vraiment, on me dit rien. Dans mon souvenir, on m'en parle pour me dire quand elle m'a envoyé des cadeaux, quand elle m'a envoyé... C'est pas comme si on m'en parle pas du tout, hein. On m'en parle, mais c'est comme si... Moi, c'était un peu... En fait, je pense que c'est comme c'était une histoire d'adulte. Tu vois, non, une histoire d'adulte et tout, et que c'était un peu délicat, touchy. On n'en parle pas aux enfants, quoi. On te laisse un peu vivre ta vie, et on voit que t'es une enfant, tu vis, parce que c'est pas comme si j'étais une enfant qui était vivante, hein, je veux dire, je faisais plein de trucs, j'avais plein de gens autour de moi, tous mes cousins, mes oncles et tantes, etc. Mais j'avais ce truc au fond de moi où je me disais, mais mince, elle est où ma mère, quoi? Et il est où mon père aussi? Parce que c'était ça aussi, c'était les deux, hein. C'était les deux, c'était ce truc-là. Et ça fait pas... En fait, c'est quelque chose qui m'a construit, qui fait partie de moi, qui était... c'est comme si c'était normal, en fait. C'est comme si c'était normal. D'avoir des parents vivants mais absents. Oui, c'est ça. C'est comme si ça a été normal. Mais je me disais toujours que c'était pas trop normal. Mais j'ai grandi avec ça, petit à petit. Et j'étais cette petite fille dont les parents n'étaient pas là. Et... Qu'est-ce qui se passe à 10 ans pour que tu partes? Je pense que... Je sais pas trop, mais je pense que c'est mon père qui a dû céder... parce que voilà, quoi. Et peut-être que... Et à mon avis, quand tu grandis un peu... Je pense qu'il y a eu des interférences, notamment de ma tante qui est décédée, ou de mes tantes qui ont dû dire hey, c'est bon là en fait, tu vois. Laisse l'enfant, et puis retrouver sa mère, et puis voilà. Peut-être que c'est moi aussi qui sollicite, parce que je sollicitais, je sais que moi quand j'étais petite, je sollicitais beaucoup mon papa. Parce qu'il faut savoir, c'est que j'étais paradoxalement très très fan de mon père. Je pense que tout le monde a été fan de mon père. En fait, mon père était quelqu'un de très charismatique, que tout le monde aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'amis dans sa famille. Enfin, donc j'étais très très fan de mon père. Donc jamais, c'est pas du tout. Enfin, j'étais capable de dire quand j'étais petite que je préférais mon père à ma mère, quoi. Alors que, et pourtant, je viens de te dire que j'avais ce manque-là, mais je sais pas, c'était un truc, je sais pas, j'étais fascinée, j'étais amoureuse, j'étais, ouais. Voilà. Et donc je pense que il a dû dire bon, ok, retrouver la raison, je ne sais pas où. Et donc je suis rentrée en France, dans le froid. C'était en hiver. C'était en hiver, je me rappelle, on m'avait mis. Donc à l'aéroport, on m'avait habillée avec un petit manteau en jean. À l'intérieur, tu sais, fourré là, avec de la fourrure et tout. J'avais un pantalon, un jean. J'étais habillée tout en jean avec mon petit afro et tout, une petite basket que je crois que j'avais empruntée à une de mes cousines et qui était pas contente parce que je lui avais pris ses baskets et tout. Et je suis me voilà partie en France et voilà. Et la rencontre avec ta maman? Et ben c'était hyper émouvant. J'étais très contente. J'étais cette petite enfant. Donc je rentre avec Air Afrique.
Je crois que j'ai encore regardé le petit carton Air Afrique. Je sais les enfants qui voyagent seuls, là, l'hôtesse de l'air qui vient vous voir de temps en temps. Ça va bien, non. Et donc, ouais, je rentre en France et je récupère. Tu vois, je récupère. Je rentre, je revois ma mère et je suis hyper contente, en fait. J'ai une maman, quoi, genre. Je récupère ma maman. Et ouais, j'étais très contente. Et vous vivez à Aix, en province? Non, on vit à cette période-là, on revit en banlieue parisienne, à Thiais, dans le Val-de-Marne. Et une petite ville très paisible, dans un quartier pavillonnaire et tout. Et ma maman a refait sa vie. Donc tu arrives dans une nouvelle famille. Exactement, avec un bébé qui arrive. Comment tu te sens? Eh ben, c'est une nouvelle qui est assez... qui chamboule. Hein. Qui chamboule parce que tu te dis, je vais récupérer ma mère, rien qu'à moi. Mais en fait, non. Ah non. Mais... ouais, ça bouleverse. Mais après, je pense que comme certains enfants, c'est peut-être pas tous les enfants, mais comme certains enfants qui vont avoir un frère, une sœur, et qui sont peut-être pas très contents, qui comprennent pas, enfin, ouais, t'as un peu de jalousie. Mais après, c'est un truc qui passe parce que ma sœur, c'est ma sœur, je l'aime. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ma sœur, ma mère nous a élevés en disant jamais vous êtes demi-sœur en fait. C'est ma sœur et je l'aime trop, quoi. Et donc ton beau-père, comment il t'accueille? Il m'accueille très très bien. Il m'accueille bien, comme quelqu'un qui est... alors lui aussi, il est africain et béninois. Et il m'accueille, j'ai l'impression, comme quelqu'un qui sait que c'est pas simple. Pour moi, que ça va pas être simple non plus. Et mon beau-père, il a toujours été, j'ai l'impression, beaucoup plus gentil, plus bienveillant. Et pourtant, c'est quelqu'un de dur, hein. Mais plus gentil, plus compréhensif avec moi. Il a toujours été compréhensif avec moi, toujours... il m'a toujours mis comme dans un espèce de petit cocon. Ouais, peut-être qu'il était pas... Enfin, c'est une chance parce qu'il était peut-être conscient de ton background. Oui, c'est ça, bien sûr. Peut-être que ta maman lui en a aussi beaucoup parlé. Bien sûr, mais c'est ça. Mais ouais, très... c'est des trucs bêtes. Enfin, il nous achetait toujours tout ce qu'on voulait, en fait. Tu vois, toujours tout. Ma mère, elle était là à dire non, vous mangez pas ça, pas de cochonnerie, des trucs. Lui, si tu voulais boire du coca, acheter des gâteaux, des chips, tu savais qui tu devais aller voir. Tu vois. Et donc, quand tu es maintenant en France, est-ce que ton père te manque? Oui, mon père me manque. Il vient me voir de temps en temps, etc. Ouais, il me manque. Et puis, t'as toujours ce truc, quand t'es petit, tu dis, t'as envie quand même que tes parents se remettent ensemble. Mon Dieu, si j'avais su toute l'histoire, je pense que ça aurait été jamais possible. Mais ouais, si, mon père me manque, ouais. Mon père m'a toujours manqué, en fait. Les deux m'ont manqué, mais ouais, c'est si. Et donc, revenons donc il y a 2 ans. Oui. Déjà, il y a 2 ans, comment se passe le confinement au Congo? Pourquoi le Congo? Je devais y aller, en fait. Pourquoi le Congo? Parce que j'aime beaucoup le Congo. J'aime autant le Congo que j'aime mon père, en fait. Le Congo, c'est mon père. Ah putain, j'ai les larmes aux yeux. J'ai juste les larmes aux yeux en parlant du Congo. Bon, alors. Parce que c'est mon pays et en fait, j'aime tellement le Congo parce qu'on me dit tellement tout le temps que ah, mais t'es congolaise. Tu ressembles pas à une congolaise. Ah bon, mais tu parles pas, mais tu trucs, tu machin. Mais... En fait, on m'enlève. On veut tellement me retirer cette filiation du Congo depuis toujours que je me l'accapare. Peut-être à outrance, enfin j'en sais rien, ça me regarde, mais... Donc j'aime beaucoup le Congo, donc je m'étais dit, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas faire ce... Et puis en même temps, quand je pars au Congo, c'était vraiment au tout début du confinement, et je sais pas si tu te rappelles, on savait pas trop combien de temps ça allait durer, parce que j'ai un travail, hein, donc je devais partir pour quelques temps, et puis finalement, ça s'est éternisé, et je savais pas trop pendant combien de temps, et comme finalement le travail s'était arrêté, je faisais de la télé, j'étais chroniqueuse sur France 3, et c'était on arrête les tournages jusqu'à nouvel ordre. Bon, il y a rien à faire, c'était très bizarre de se dire... on ne travaille pas, il n'y a rien à faire, ok, bon, je vais rester là-bas. Et c'était très bien, en fait, c'était pas plus mal. Et je m'étais dit, ça va être comme un retour, un petit retour aux sources, c'est de se reconnecter un peu avec les ancêtres, avec je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, se reconnecter peut-être avec soi. Et ça a duré, 2 mois et demi, 3 mois. Je suis rentrée en juin. Et ça m'a fait
une belle pause. Et après, je suis rentrée donc en France. Et quand je suis rentrée en France, paradoxalement, c'était peut-être aussi le moyen de faire un peu de mon deuil. Parce que je rappelle donc début janvier, j'avais perdu donc ma tante, la grande sœur de mon père, qui était genre la chef de famille, pilier de la famille de ma famille paternelle. Toute cette période, c'était bizarre parce que on sait qu'elle est plus là, mais enfin, tu vois, on réalise pas vraiment, quoi. Et c'est vraiment l'été, là, après être rentrée au Congo, que j'ai commencé à réaliser que ma tante n'était plus là. Et régulièrement, j'en parlais avec ma mère, parce que ma mère la connaissait. Et en fait, j'en parlais avec ma mère, parce que je voulais pas en parler à mes cousins, de qui j'étais très proche, avec qui j'ai grandi, justement, quand j'étais au Congo, parce que je voulais pas ajouter ma peine à leur peine. Je me disais, enfin, c'est leur maman, c'est, tu vois, enfin, même si ils savent très bien que c'était ma deuxième maman, mais je sais pas. Donc, j'en parlais avec ma maman. Et peut-être que, parce que je me rappelle plus trop, c'est peut-être de là que ces discussions sont nées, en fait. Voilà. Pourquoi tu as cru à un moment que c'était de ta faute, tout ça? Je sais pas, parce que quand t'es petite, tu dis, mais... Si mes deux parents ne sont pas là, c'est que c'est peut-être moi le problème. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est con quand tu grandis, en fait. Mais tu te dis, peut-être que c'est moi qui ai fait un truc, ou j'ai grandi avec ce petit truc quand t'es petit, en fait. Et après, quand tu grandis, tu te rends bien compte que non. Surtout quand tu connais l'histoire. Mais il y avait ce truc au fond de moi, ouais. Qu'est-ce que ta maman t'a dit qui t'a fait comprendre que tu n'y étais pour rien? Je me suis rendu compte du struggle. En fait, je me suis rendu compte de tous les obstacles qu'elle avait dû affronter, tout simplement, pour me récupérer. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un livre ou un film Jamais sans ma fille, mais j'ai dit ah oui, j'étais donc cet enfant jamais sans ma fille. C'était ça en fait, quelque part. Et j'en veux pas à mon papa, parce que quand tu connais l'histoire des gens, après, quand tu grandis, quand tu es adulte, tu te rends compte en fait du pourquoi, du comment. L'éducation des uns et des autres, la sensibilité des uns et des autres, la façon de gérer, etc. Que les gens ont fait comme ils ont pu. C'est pas forcément bien, mais ils ont fait comme ils ont pu en fait. Et ça t'impacte, c'est sûr, mais... Et puis après aussi... Il faut dire que quelques années avant, j'avais été voir une psychologue. Mais alors une psychologue, pas forcément pour cette histoire, mais plus pour ma vie à moi, par rapport à mon travail. Parce que je fais un travail qui est hyper challengeant quand même, où tu te remets beaucoup en question, etc. Et donc finalement, quand tu vas voir un psy, tu parles un peu de tes parents, parce que tu sais, on dit toujours que tu es le résultat de ton enfance. Donc tu dis, j'arrive, tu dis, oui, moi, mes parents, il y a eu ça, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Et donc j'ai très convaincue de toi. Et je me rappelle, la psychologue m'avait dit, oui, à un moment donné, elle m'a calmée en me disant, l'histoire de vos parents, c'est l'histoire de vos parents. Votre histoire, c'est votre histoire. À un moment donné, ça va tu vois, de tout mettre sur le dos des parents. C'est vrai que ça impacte, mais... Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience qu'à un moment donné, tes parents aussi, ils ont fait comme ils ont pu. Donc ma mère m'a expliqué comment elle avait fait, et je me suis rendu compte que oui, Parce qu'en fait, je crois qu'au fond de moi, j'avais une petite... comme je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé, j'avais peut-être une petite rancœur, un petit truc. Je me disais, mais elle s'est pas occupée de moi, quoi. Tu te dis, mais... ça lui fait rien, et après tu te dis mais attends, mais si, c'est son enfant, quoi, tu peux pas, ça a dû lui briser le cœur tous les jours que Dieu faisait. Donc oui, j'ai su tout ce qui s'était passé, etc. Et je la regardais comme ça et je disais waouh maman, mais t'es trop forte en fait. Comment t'as fait? Comment tu gardes cet espoir? Comment tu... Ouais. 1 an, 2 ans, 3 ouais. ans, 4 ans. Ouais. Est-ce que tu aurais voulu avoir cette conversation avec tes deux parents? Oui, trop. J'aurais aimé avoir cette conversation avec mon père. Mon père, j'aurais aimé lui dire, parce qu'il n'est plus là, il est décédé quand j'avais 12 ans. Donc pas très longtemps finalement après que je sois rentrée en France. Mais ouais, j'aurais aimé lui dire ce que j'en pense en fait. Parce que je te disais, on me disait toujours qu'il a beaucoup de réparties. Je pense que j'ai pris beaucoup de choses de lui. Et je m'imagine la relation que j'aurais eue avec lui.
Et parce que je vois les amis qu'il a ou des proches à lui qui sont... C'est des papas, tu vois comment ils sont. Mais comment je me permets de leur parler avec le plus grand des respects. Mais je sais que j'aurais été comme ça avec mon père et je lui aurais dit, mais en fait, hey, c'est pas comme ça la vie, hein. Du côté de ton papa, tu as eu des frères et sœurs? Non, pas du tout. Je suis l'héritière. Je suis la seule enfant de mon père, à qui je ressemble beaucoup. Mais plus je grandis, plus on dit que je ressemble à ma mère aussi, mais à qui je ressemble beaucoup. Quand j'étais petite, certains amis de mon père m'appelaient comme mon père. Genre son surnom... Il s'appelait comment? Il s'appelait Jean-Claude et son surnom c'était Charel. Pas me demander pourquoi, j'ai toujours dit ce surnom c'est bizarre. mais on m'a déjà appelé comme ça, etc. Tu lanceras peut-être un projet qui s'appellera Charel. Peut-être, ouais. Clin d'œil. Ouais, peut-être. De toute façon, tout ce que je fais, c'est, comme j'ai toujours dit, ce que je fais, c'est pour aussi mettre son nom, parce que je porte son nom le plus haut possible. En tant que femme, en tant que jeune femme adulte, est-ce qu'on dit maintenant, je crois, hein, femme adulte, jeune femme adulte, en quoi ces histoires ont shape tes relations sentimentales? Sans même t'en rendre compte, hein. Enfin, ah oui, voilà. Je me rendais pas compte. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui va chercher ses rêves, qui croit en ses rêves. C'est-à-dire que même si j'étais cette petite fille qui se disait « Ah, mais c'est pas très marrant », et je le dis avec un peu de recul, un peu d'humour, mais j'étais triste, mais je me dis « Mais j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère », mais j'étais une fille qui avait beaucoup d'imagination, je rêvais beaucoup. Je rêvais à ce que j'allais faire, comment j'allais faire. Et donc, j'ai un côté où je fonce, je vais chercher ce que je souhaite, en fait. Donc, dans mes relations, c'était un peu... je vais chercher ce que je souhaite, mais finalement, j'ai pas tant confiance en moi que cela. Et j'ai pas suffisamment confiance en moi pour me dire que... finalement, au bout d'un moment, la personne avec qui je suis... au bout d'un moment, elle va m'abandonner, en fait. Ah oui, donc tu as développé la peur de l'abandon. Oui, complètement. Ah oui, oui. Mais de façon... mais inconsciente et presque normale, en fait. Genre, ça va arriver, de toute façon. Ça va arriver. Et ça te rendait comment dans des relations? Ça me rendait... Détachée, ou ultra stressée, ou ultra anxieuse? Ultra anxieuse. Moi, je suis anxieuse, moi. Je fais de l'eczéma, je suis anxieuse de fou, mais... Enfin... Je travaille dessus, ça va beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux qu'avant. Mais ouais, anxieuse et très... En fait, avec un côté, t'as l'impression que je m'en fous, mais en fait... Pour te protéger. Ouais, c'est pour me protéger, parce que je suis quand même un peu d'orgueil, quoi, et de fierté, mais très... les premières relations, quand tu me laisses, mais je m'effondre, je suis... pas devant toi, hein, mais je m'effondre, je suis trop triste, c'est la fin du monde, je sais pas quoi, et tout ça, et t'es élevée par une mère qui, elle est pas comme ça du tout, hein. Pourtant, ah ouais, la mère, oui, il y en aura d'autres, hein, c'est bon. Allez, relève-toi, allez hop. Et moi, toujours là, très, même quand c'est moi qui me sépare, parce que des fois ça m'est arrivé quand même qui me sépare dans mon adolescence, ou de femmes jeunes adultes et tout. Pourquoi tu pleures? C'est toi qui l'as quitté, ça n'allait pas, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est ma mère. Est-ce que le couple de ta mère et de ton beau-père, donc de ton deuxième papa, n'ont pas shape ta manière de voir la relation aussi? Ou ça s'est uniquement focalisé sur ton enfance? Parce qu'on parle beaucoup d'enfants d'intérieur, enfants intérieurs, qui a été blessé, qui a été abandonné. Ouais. Est-ce qu'en grandissant, tes 10 ans, 18 ans, je sais pas, voir le couple de ta mère et de ton beau-père, t'as redonné confiance ou pas du tout finalement? Non, pas vraiment. Parce que ma mère aussi, c'est pas... Ouais, non. Non. J'adore comment tu dis ça. Ma mère... Voilà. Non. Non, pas du tout. Après, j'ai d'autres exemples. J'ai ma tante et son mari. J'ai vu plutôt du côté de ma famille paternelle, tous ces couples-là où tu sais que... Enfin, en grandissant, tu te rends compte que c'est pas facile, parce que tu le sais pas petit, tu les vois, ils sont là, c'est monsieur, madame et tout. Mais tu vois ce truc de la lutte
On a les couples... parce que quand tu grandis, tu parles avec t'as tes grandes sœurs qui racontent leurs histoires aux mamans et tout. Elle dit, hey, vous nous voyez là, vos papas là. C'est pas facile, hein. Nous, on a lutté, on était là. Non, quand il y a un tel qui vient, un tel truc et tout, telle femme, on était là. Et c'est là que tu dis, ah ouais. Mais paradoxalement, moi, je te connais. Tu es très Alice au pays des merveilles quand il s'agit de relations. Ah oui, je suis fleur bleue. Ouais. Je suis clairement... Ah oui, je crois au conte de fées, je suis grave fleur bleue, moi. Ah oui, oui. Donc, l'amour. Toutes ces histoires n'ont pas shape ta manière de voir les choses. Non, même encore aujourd'hui, hein, il n'y a pas très longtemps, je crois que j'avais une conversation téléphonique avec, je sais pas si c'était avec une amie, avec une grande sœur. Ah, mais de toute façon, les hommes, c'est des chiens, c'est des connards. J'ai dit non, moi, je refuse de croire que tous les hommes, c'est des connards, parce que sinon, comment on va faire? Je ne peux pas me dire que je vais être avec un connard. Je dis que non, il y a des comportements qui font que, mais après, des fois, on est deux aussi pour avoir un comportement qui est naze. Donc, j'ai dit non, j'ai dit laissez-moi avec vos histoires de moi, je refuse de... Nous aussi, les femmes, on a des comportements qui ne sont pas corrects. Ouais. Quelles sont, selon toi, les 3 choses que tu as appris de ton père, les 3 choses que tu aurais appris de ta mère? Les 3 choses que j'ai prises de mon père, le charisme, la répartie, bagou, et mon amour de la musique. Ça me rappelle quand tu avais présenté le FacePam, c'est ça? Oui. Ouais. Ah, c'est marrant que tu me parles de ça. Ah ouais. Bah, quand tu as dit bagou, j'ai pensé au FacePam. Oui, c'est ça. Et quand tu dis maintenant musique, je me suis dit, ah bah... Oui. Ah bah, c'est le FacePam, c'est clairement, c'est ça. Ça a commencé en me disant, ouais, il faut que je fasse un truc en rapport... je fais ce métier et tout. Je dois travailler aussi au Congo, en fait. Et ça a commencé par le FacePam. Et ta maman? Et ma maman... Donc, c'est quoi la question? Qu'est-ce que tu J'ai penses? pris. Oui. Alors, ma mère... j'ai pris sa force. Parce que pour moi, ma mère, c'est une guerrière. Tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, de sa naissance, même ce qu'elle est, ce qu'elle est, je trouve que c'est déjà un truc de fou, en fait. Métisse dans les années 50, enfin bref. Donc, sa force, sa bienveillance et son côté... son amour, enfin je sais pas, ma mère, même si elle a son caractère, il y a des fois elle vient nous dire ah je t'aime ma fille, ou elle fait des trucs, des fois on dit mais maman pourquoi tu fais ça et tout, et ouais c'est ça. Quand je reviens dans tes histoires sentimentales, parce que c'est important de voir les schémas que l'on reproduit. Avec le recul et avec ta conversation que tu as eue avec ta mère il y a 2 ans, est-ce qu'il y a une histoire où tu t'es dit j'ai vraiment reproduit le même schéma que mes parents? Jen, c'est un peu toutes les histoires. C'est un peu toutes mes histoires. Comment tu les qualifierais? Est-ce que tu as est-ce que tu as un exemple d'une histoire qui t'a marqué, ou des actions, ou des choses, de la passion, de l'abandon Ouais, alors toutes mes histoires, c'est le même schéma et je les qualifierais tu sais, needy. T'as besoin de quelqu'un, en fait. Ouais, toi, tu as besoin d'amour. Oui. Mais en fait, j'ai besoin de mon amour, je crois. C'est ce que toi, tu comprends maintenant. C'est ce que je comprends maintenant. Mais sinon, dans toutes tes relations, tu as besoin d'amour. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas aussi... De montrer... En fait, j'ai besoin... En fait, je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin que tu me montres encore tout le temps. Je suis pas sûre, en fait. T'es sûre que tu m'aimes? Non, parce que quand tu fais ça, là... Ok, tu m'as dit hier, mais là, quand tu fais comme ça, j'aime pas, en fait. Pourquoi tu es comme ça? Tu vois ou pas? Ouais. Quand tu n'es pas... C'est parce que t'es pas sûre de toi. Oui, parce que tu as aussi besoin... tu n'es pas sûre de toi, et puis tu as aussi besoin de... Ça, c'est une manière de contrôler aussi, d'une certaine manière à l'autre. Ah mon Dieu, mais le lâcher prise, je sais pas faire. S'il m'aime tous les jours, ça veut dire qu'il partira pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que ces hommes t'ont dit? Je pense que ces hommes n'étaient pas prêts, ou c'était peut-être pas eux qui devaient... C'était peut-être beaucoup trop, en fait, pour eux. C'est beaucoup trop, en fait, je sais pas, on doit se... Bien d'abord, je me gère moi-même, en fait. Normalement, tu comprends après plus tard que quand t'es en couple, c'est que du bénéf, quoi, tu vois.
On n'est pas nous les femmes, on n'est pas des infirmières, mais les hommes non plus. Hein. C'est pas des médecins, tu vois. Donc c'était trop en fait. Et ce qui est marrant, tu sais, dans mes relations, souvent, mais je pense que moi je crois beaucoup tout ce qui est développement personnel, l'attraction et tout. Souvent c'est très drôle. Tous les hommes avec qui j'ai été, en fait, ils ont tous été, au début, c'était fans de moi, mais d'une force. Et après, ça s'étiole, en fait. Et parce que je crois que c'est le manque de confiance au bout d'un moment, en fait. Donc, ouais. Ouais, le manque de confiance qui ternit finalement la relation. Oui. Et qui ternit tout ce que tu représentes. Ouais. Parce que lorsqu'on voit une personne à la télé, les lumières, on a l'impression, en tout cas, que cette lumière qu'on voit à l'écran, elle est constamment là. Aussi. Mais elle est constamment là, ma lumière. Elle est constamment là. C'est qu'après, t'as des moments, on est des êtres humains, tu vois. On est des êtres humains, c'est pas pour rien que je pense que je fais de la télé aussi, et que je sois une espèce au service des autres, parce que j'ai envie de révéler le meilleur des uns et des autres. Et tu t'es jamais demandé si être à la télé, c'était aussi pour une sorte de validation? Oui, bien sûr, mais bien sûr que si. Mais oui, mon côté narcisse, bien sûr, mais je le sais ça depuis toujours. Je le sais depuis toujours, c'est mon caractère. J'ai un truc où depuis petite où ça je sais pas si c'est mon père ou ma mère. Je pense que c'est les deux. Mes deux parents étaient des artistes qui n'ont pas pu l'être en fait. Et je pense que j'ai pris ça d'eux en fait. Et depuis toujours, j'ai jamais eu peur du ridicule. Donc il y a des exposés à faire, je vais le faire. Enfin je suis pas timide en fait. Tu vois donc. Aujourd'hui tu sembles savoir finalement tout ce qui est l'abandon, tout ce qui est le besoin d'amour, être dans des relations de besoin. Est-ce que tu es guérie? Est-ce que tu te guéris? Je suis en processus de guérison. Et comment tu guéris ça? Comment ça se soigne? Comment ça soigne? Ben, je sais pas. Je sais pas si c'est un truc dont on se dit... je pense que c'est comme la vie en fait. Je pense que toi, tes problématiques, est-ce que tu te dis au bout d'un moment, ça y est, c'est guéri? Je sais pas, en fait. Je pense que ça fait partie de nous et que c'est un processus d'évolution, tu vois. Ça va être au cours d'une vie et que comment je guéris, c'est se remettre en question, c'est lire, c'est lâcher des trucs, c'est en parler. Si j'en parle aussi aujourd'hui, là, je me mets grave à nu, mais après, moi, j'ai pas trop... Ça aussi, ça fait partie de mon état d'esprit. J'ai pas trop peur, même si je me dis bon, c'est pas rien ce que je suis en train de dire, enfin pour moi parce que c'est mon histoire, mais j'ai pas trop peur de me dévoiler parce que j'ai le sentiment que ça libère quelque chose, en fait j'enlève quelque chose. Quand ma mère m'a parlé de ça et que je lui ai dit, on a pleuré et tout, on a rigolé, mais quand j'en parle, je me débarrasse d'un poids en fait. C'est comme ça, tu vois. Donc je m'enlève un peu de cette... j'accepte ce que c'est. Parce que si t'en as peur, si tu refuses ou quoi, je pense que ça va pas aller, effectivement. Mais si tu l'acceptes et que tu t'en libères un peu, c'est cool, quoi. C'est assez intéressant parce que je trouve aussi que lorsque tu rentres dans une relation en étant sincère avec toi-même, le simple fait de dire à ton compagnon, dans mes relations, j'ai observé que j'avais un besoin ou j'avais peur de l'abandon, ton partenaire aussi, il est préparé. Donc face à certains éléments, il peut être moins dans le jugement, ou moins fermé, ou moins bloqué. Parce que des fois, on veut cacher certaines choses qui nous rattrapent. Et des fois, je te rends juste compte que la personne en face, dès lors qu'elle a l'information, elle t'accompagne même des fois à elle sera trouver peut-être le meilleur. Plus détendue, je sais pas. Après, ça, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que ça, pour l'instant, j'en ai jamais encore... je l'avais pas vraiment identifié. Je me rendais bien compte, tu te rends bien compte des réactions et tout que t'as. Mais j'avais jamais vraiment identifié, en fait, tout cela. Et c'est vraiment après la conversation que j'ai eue avec ma mère que je me suis dit, ah ouais, c'est pour ça, en fait, que t'es comme ça, etc. Et ouais. Donc, après, l'étape d'après, en fait, c'est tout simplement se montrer vulnérable. Et d'ailleurs, j'ai une collègue qui m'a offert un livre... d'une auteure très connue dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit un bouquin sur la vulnérabilité, qui dit pour elle que c'est une force. Et moi, avant, même si je suis fleur-bœuf, tout ce que tu veux, me montrer à nu, vraiment comment je suis.
mais c'était impossible. Tu veux trop montrer que t'es forte, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu veux trop montrer que, mais non, je gère. Arrête-toi. Dans la saison 2, Antonia, que tu connais peut-être, elle fait justement... elle est hypersensible et elle explique pourquoi la vulnérabilité est une force. Ça te permet de lâcher prise. Oui. Et que ce que tu dis tout à l'heure, c'est je parle à l'univers et ce poids que j'ai au fond de moi, il ne m'appartient plus en fait. C'est donc, ça. Certaines personnes vont t'écouter et elles vont s'approprier ton histoire parce qu'elles correspondent finalement aussi à leur. Ouais. Et c'est comme ça que tu retires le poids sur toi. C'est ça. Ton histoire, elle s'envole, elle va vers d'autres personnes. Je me libère. Et tu te libères. Je me libère, en fait. C'est pour me libérer de ça, l'accepter, le reconnaître et avancer, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on ne va pas rester sur ça 1000 ans. Deux choses à faire, si je dois avoir des enfants, eux aussi, ils vont récupérer, non, tu vois, s'ils récupèrent un peu, mais qu'ils aient leur propre personnalité, enfin, ils l'auront forcément, mais tu vois, il y a aussi tout l'héritage, les relations, les gens que enfin, c'est pour tout simplement aller mieux, quoi. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que du côté de ton père, tu peux faire le deuil, en tout cas, de ce cycle-là. Oui. Ça te demande aussi peut-être de connaître aussi l'histoire de ton père. Je la connais un peu, ouais, parce que j'ai mon père, oui, on en parle. Ah, mon père aussi, c'est quelque chose. Hein. Mon père, c'est quelqu'un dont, dans ma famille, on en parle. Mais on n'en parle pas trop, c'est un peu... Enfin, bref. Oui, parce que quelqu'un qui part, ça fait toujours mal. Ça fait mal. Je te jure, ça fait moins mal aujourd'hui quand ils en parlent. Mais mon Dieu, Diane, peu de temps après, tu sais, donc il est mort en 92. Je suis retournée au Congo en 96. Ah là là, les gens me voyaient pleurer, hein. Des fois, des membres de ma famille ils parlaient de mon père, ils pleuraient. Mes tantes, elles pleuraient. Oui, et puis tu es le seul enfant. Oui, c'est ça. Dès qu'ils me voyaient, c'était... quand j'étais adolescente, ça m'énervait. Je disais, oh, c'est bon. Et moi, c'est vrai que j'ai mis du temps aussi à parler de mon père sans pleurer, en fait. C'était trop douloureux, en fait. Il y avait un truc et donc, ouais. Mais, ouais, de me libérer de ça Est-ce que tu t'en es voulu d'être partie à 10 ans, enfin entre guillemets, et d'avoir... Très très bonne question. Non, mais c'est vrai que... Non. Mais c'est vrai que ce truc de j'aurais aimé tellement communiquer. Je communiquais avec lui, hein, bien sûr, mais... En fait, c'est le volet... Tu sais, quand c'est le volet, j'aurais trop aimé... je suis sûre qu'on aurait été trop potes, quoi. Le volet adolescence, jeune adulte, communiquer avec ton père, il m'aurait appris trop de trucs, il m'aurait dit trop de trucs qui auraient été trop cool, j'en suis sûre. Tu vois. Mais non, je m'en suis pas voulu, non. Pas du tout. Par contre, non. Ok. Entre 2020 et 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu dis que maintenant, next step, qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2022? Eh ben, j'habite à Abidjan maintenant. J'habite à Abidjan. C'est une nouvelle... Ça rentre dans ce schéma aussi, de te dire que ta mère t'a transmis quelque chose et tu veux ouvrir d'autres portes, ou pas du tout? Ouais, si, je pense que si. Inconsciemment. Et je pense que ça avait commencé déjà avant. Ce truc de transmission, mais pas que d'elle, hein, d'elle, de ma tante, qui revient beaucoup d'ailleurs dans ce podcast, de ma tante avec qui je parlais beaucoup. Parce que c'est comme si c'était toutes mes mamans, mais ma maman africaine, quoi, je sais pas, tu vois. C'est mon background, De toute façon, c'était comme ça. Quand je voulais savoir un truc, je l'appelais pour dire Tata, moi aussi et tout. Mais ces chants-là, ça vient d'où? Nanana, tu sais, journaliste toujours. Poser des questions, machin, nanani. C'était toujours comme ça. Ou des choses sur la famille, ou des choses sur... sur comment les choses se passaient avant. Enfin, bref. Donc ouais, la transmission avait déjà commencé avant. Et ma mère m'a transmis quelque chose de mon histoire. Et donc, c'est avec ça que je suis arrivée ici en Côte d'Ivoire pour être pas une nouvelle personne, mais... Prendre un nouveau départ? Ouais, nouveau départ, une continuité. Une continuité, ouais. Et quelles sont tes aspirations? Tu rêves de quoi pour ce nouveau départ? Ah là là, je rêve de encore plus d'épanouissement personnel, pro, quoi, dans mon métier. En fait,
faire, et c'est toujours ce à quoi j'ai aspiré, c'est faire ce métier vraiment de plus en plus en étant qui je suis, quoi. Mais en étant qui je suis le plus sincère possible. Ouais, amener ma touche, une sorte de différence. Et puis, oui, dans ma vie perso aussi, construire ma famille, etc. Avec tout ce que ça comporte. À la personne que tu aimerais rencontrer demain, tu lui dirais quoi? Si tu devais te présenter, si tu devais t'ouvrir à lui, tu lui dirais quoi? Après ces quelques minutes de podcast. Je lui dirais pas tout ça. Déjà pas tout de suite, parce que ça fait flipper, je pense. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que que je suis quelqu'un de chouette quand même, que je suis quelqu'un de je suis quelqu'un de formidable. Je pense qu'il l'aurait déjà vu de toute façon. Mais que ça vaut le coup. Que ça vaut le coup. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais pour clôturer à nos auditeurs? Je leur dirais déjà merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je leur dirais que la vulnérabilité, c'est pas grave en fait. It's not a big deal. Ça fait peur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que c'est même un don en fait. Dans nos sociétés, dans sociétés africaines, afro, où on est vachement résilient, où on nous apprend à être vachement fort, que ce soit les femmes, autant les femmes que les hommes, parce que les hommes, oui. Et c'est vrai que aux hommes aussi, c'est une bonne chose en réalité. On se montre sous son vrai visage. Et être vulnérable, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Bien au contraire. J'ai suffisamment confiance pour me dire que je lâche ça. Parce que je sais, demain, on va terminer. J'ai ça à faire, chap, 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 tac, tac, tac. Non. Donc ouais, je leur dirais vive la vulnérabilité en fait. Ouais. Merci beaucoup Florelle. Merci à toi, c'est incroyable. Merci, ça. Et c'est gratuit en plus. Attends, une bonne séance. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode Si maman m'avait dit en compagnie de Florelle. J'espère que ces mots, ces histoires, ces tic-tac-tac, tac, comme elle a dû faire, vous apporteront un peu plus de lumière dans vos choix, dans vos vies. Et s'il y a une chose que je retiens et que j'ai souvent partagée ici, c'est l'importance finalement aussi de pardonner à ses parents, à sa maman, à son père, d'accepter qu'ils ont eu une histoire à eux qui nous dépasse souvent. Nous pouvons en être victimes, mais il faut pouvoir se libérer de ce poids pour aller finalement vers son vrai soi. Et comme elle nous l'a rappelé, la vulnérabilité est une force. Nous allons essayer en tout cas de vous proposer une sélection de livres, de 2-3 livres sur le sujet. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou Twitter, en commentaire en utilisant le hashtag Si maman m'avait dit. D'ici là, on se retrouve pour le prochain épisode et merci de votre présence, merci de votre soutien et n'oubliez pas de soutenir le podcast et d'en parler partout. À bientôt, au revoir. Ciao Florelle. Salut, je vous fais des bisous.